Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h, bienvenue à vous dans ce bulletin d'information de la soirée. Au sommaire de l'actualité. Le Premier ministre est en visite à Tadjoura où il a rencontré notamment les autorités locales et le sultan ainsi que les responsables coutumiers. Et le ministre des Finances a pris une réunion portant sur le centre d'incubation qui était à l'ordre du jour de cette rencontre. Merci à vous de nous rejoindre. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est rendu à Tadjoura aujourd'hui en fin de matinée. Il était notamment accompagné d'une forte délégation comprenant des parlementaires de la région, du secrétaire général de la primature ainsi que des membres du gouvernement. Arrivé dans la ville blanche par voie maritime, la délégation conduite par le Premier ministre a été accueillie par le président de l'Assemblée nationale, des parlementaires natifs de la région de Tadjoura, des autorités de la région, des élus locaux et des responsables des services déconcentrés et des notables. Après l'escale, la délégation donc conduite par le Premier ministre s'est dirigée vers la résidence du préfet où un accueil populaire a été organisé. Toute la population de Tadjoura, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont accueilli donc la délégation conduite par le Premier ministre avec des animations diverses. Le Premier ministre donc a pris un bain de foule et a même esquissé des pas de danse traditionnels avec le groupe folklorique et traditionnel. Et par la suite, la délégation du Premier ministre a rendu donc une visite de courtoisie au sultan de Tadjoura, Abdelkader Ahmed, et à son vizir Ahmed de Chehem. La visite du Premier ministre à Tadjoura fait suite à une visite similaire qu'il a effectuée auparavant dans la région de Dikil la semaine dernière et intervient à quelques mois des prochaines échéances législatives prévues en février 2018. Le Premier ministre donc, et sa délégation auront une séance de réunion donc, chez le sultan de Tadjoura. Et cette rencontre avec le sultan en présence de tous les notables, des élus, des autorités administratives de la région sera une occasion de parler donc de la situation socio-économique dans la région de Tadjoura et recueillir les doléances de la population. Et après un accueil populaire et le partage d'un déjeuner copieux, la délégation conduite par le Premier ministre a tenu une réunion élargie avec l'ensemble du Miglis de Tadjoura sous le patronage donc du sultan Abdelkader Ahmed et son vizir Ahmed de Chehem. La réunion donc s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, de plusieurs membres du gouvernement, des élus de la région de Tadjoura, des responsables des services déconcentrés et de tous les notables venus de toutes les localités de la région de Tadjoura. Les discussions ont été intenses donc entre la délégation et l'assistance. Plusieurs sujets importants ont été évoqués, à savoir la santé, l'éducation et le problème de chômage entre autres. Le renforcement des capacités des jeunes et la formation professionnelle figuraient également au menu de cette rencontre. Les officiels présents, dont le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Santé, sont intervenus également durant la séance. Le président de l'Assemblée a ouvert la séance et a remercié la délégation conduite par le Premier ministre pour cette visite d'information dans la ville blanche. Et durant cette rencontre, le Premier ministre donc a pris la parole et a indiqué, donc je cite, « Aujourd'hui, nous sommes à Tadjoura et je remercie la population et les autorités pour l'accueil qui m'a été réservé à moi et à la délégation que je conduis. » Le Premier ministre donc a précisé dès le début haut et fort que les emplois dans le port de Tadjoura sont réservés en priorité aux jeunes Tadjouriens. Par ailleurs, les jeunes de Tadjoura doivent se préparer à toutes les opportunités d'emploi qui vont donc se présenter avec l'ouverture des activités du port de Tadjoura et de la nouvelle route Tadjoura-Balhou. L'exploitation de ces infrastructures portuaires et routières donc va créer des opportunités d'emploi annexées et les Tadjouriens doivent donc s'y préparer en ouvrant des restaurants, des hôtels et des petits commerces. Si les emplois sont réservés, a-t-il poursuivi, aux Tadjouriens, il faut savoir que par principe, un Djiboutien a le droit de travailler sur l'ensemble du territoire. Le Premier ministre a aussi indiqué donc que la population de Tadjoura doit veiller à la sécurité
sécurité sur l'ensemble de l'axe routier Tadjoura-Balhou. Et au niveau donc régional, la région de Tadjoura peut engager un partenariat avec la région Afar de l'Éthiopie et par ailleurs une partie du don japonais, c'est-à-dire des gros engins pour la construction des routes ont été transférés à Tadjoura et sous la supervision du président du conseil régional. Ces engins vont servir, a poursuivi le Premier ministre à Tadjoura et à Obok, toujours sous la responsabilité des conseils régionaux. Donc, plusieurs ouvriers sont à l'œuvre pour réhabiliter les routes et d'autres grands travaux. Enfin, le Premier ministre a conclu ses propos en indiquant que les Tadjouriens ont la priorité pour les emplois directs dans le port sur l'axe routier Tadjoura-Balhou et ils doivent aussi se préparer au démarrage des activités de ces deux infrastructures importantes qui vont créer des opportunités immenses. Également dans l'actualité, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni le 14 novembre dernier et a renouvelé pour la 8e fois les sanctions à l'encontre de l'Érythrée qui fait preuve de mauvaise volonté à l'égard de ses voisins et qui refuse l'accès à son territoire des commissions d'enquête des Nations Unies. La résolution 2385 a été adoptée à l'unanimité et a dénoncé le manque de volonté de la part de l'Érythrée de régler son litige frontalier avec Djibouti et de libérer les 13 prisonniers djiboutiens qui sont entre ses mains. Cette résolution a été bien accueillie par la République de Djibouti à travers son représentant sur place, l'ambassadeur Ziad Doualé, qui a condamné le comportement de l'Érythrée et les ingérences de ce pays dans les affaires intérieures de ses voisins tels que Djibouti, l'Éthiopie ou encore la Somalie. Pour nous en dire plus, Hussein Ablaï est avec nous. Bonsoir Hussein. Bonsoir Ahmed. Donc Hussein, tu as suivi pour nous l'intervention de l'ambassadeur Ziad Doualé à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, le discours qu'il a tenu mardi dernier. Et dans ce discours, Djibouti est fière et satisfaite par cette résolution qui a été votée, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Quels ont été les points essentiels évoqués dans le discours de l'ambassadeur Hussein? Justement, Ahmed, notre ambassadeur auprès des Nations Unies, M. Ziad Doualé, a dénoncé le manque de volonté de la part de l'Érythrée de régler le litige frontalier et de libérer les 13 prisonniers djiboutiens, d'autant que l'Érythrée a profité le 13 juin dernier du retrait des forces qataries pour avancer vers nos frontières. L'ambassadeur a également saisi à cette occasion pour exprimer ses préoccupations à l'égard la situation est prévalente en Somalie où l'on a noté un regain d'activisme des mouvements Al-Shabaab et selon l'ambassadeur M. Ziad Doualé, l'Érythrée n'a jamais cessé d'armer et de soutenir le groupe extrémiste Al-Shabaab. Cela fait 10 ans que le régime d'Asmara a commencé de recruter, équiper et armer de groupes pour déstabiliser la région et inciter à la violence et à la guerre civile à Djibouti. Le rapport du groupe de contrôle offre de preuves convaincantes Ahmed de la tentative de l'Érythrée d'exacerber le conflit en fomentant une rébellion armée contre le gouvernement de Djibouti. Merci Hussein pour cette analyse. Également dans l'actualité, l'hôtel Djibouti Palace Kempinski a abrité ce matin, à l'initiative du ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, un petit déjeuner débat sur l'entrepreneuriat. Les discussions ont porté sur la création du centre d'incubation qui est en cours de construction. Les différents partenaires présents étaient notamment l'Agence française de développement, l'AFP, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne ainsi que la Banque mondiale. Le ministre des Finances a fait une présentation de l'incubateur qui est une structure qui appuie la création d'entreprises, notamment des start-up, mais sert aussi d'accompagnement. Ils réunissent des ressources spécialisées et dédiées à l'accompagnement et à l'assistance des entreprises avant leur création ou encore dans les premières années de leur vie. Et durant la présentation, le ministre des Finances a souligné que des experts venus de l'Inde ont pris part ce projet de longue haleine qui voit le jour et par ailleurs, il a rappelé que les structures de genre comme les incubateurs mettent au monde et apportent des solutions pérennes pour l'économie. Ils sont, a-t-il dit, un levier pour le développement socio-économique et facilitent la création d'emplois et l'innovation. Dans son intervention, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, a remercié les partenaires qui contribuent à la réalisation de ce projet qui sera une matrice pour l'entrepreneuriat. Il a indiqué que l'incubateur a un rôle primordial dans l'essor de l'économie du pays. Nous l'écoutons. Pour arriver et pour réussir cette question et pour inverser la tendance du phénomène du chômage qui aujourd'hui, selon les derniers chiffres en tout cas, montre 39%.
il y a quelques années, on était à plus de 42%. Je pense qu'on va revenir vers 40% l'année prochaine parce que certains grands projets structurants sont aujourd'hui finalisés. Le marché du travail à Djibouti offre annuellement à peu près 3 000 à 4 000 emplois dans le secteur formel. Vous comprendrez que 3 000 à 4 000 emplois par an, en tout cas au rythme constant que nous avons jusqu'à ce jour, ne peut pas inverser, ce chiffre ne peut pas inverser structurellement le phénomène du chômage parce que la population est de plus en plus jeune, la démographie et le taux démographique reste avec une moyenne de 3%, comme vous le savez. Mais il y a également l'autre phénomène de déplacés de la région qui aggrave, parce que les déplacés climatiques, comme on l'appelle, en dehors des conflits, met également plus de pression sur le marché du travail. Donc il y a beaucoup d'efforts, il y a un effort d'unité, surtout il faut créer l'unité autour de ces grandes questions. C'est pourquoi on a appelé, on aura l'occasion de parler de Power of One. C'est d'avoir une vision commune, d'avoir un objectif commun et d'agir ensemble avec les partenaires également. Mais il va sans dire que pour que tout ça réussisse, il y a une transformation structurelle indispensable dans ces pays en République de Djibouti. Et cette transformation structurelle doit commencer dans sa dimension macroéconomique. Et c'est ces fondamentaux sur lesquels nous sommes en train de travailler en apportant des réformes pour qu'on puisse avoir les effets de tous ces investissements que vous voyez et puis de toutes les opportunités qui s'offrent. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, a pris part à la 4e conférence mondiale sur l'élimination durable du travail des enfants qui a eu lieu à Buenos Aires en Argentine. Cette conférence s'est déroulée du 14 au 16 novembre et les sujets inscrits donc à l'ordre du jour et qui seront abordés lors de cette conférence donc sont le travail des enfants, la création d'emplois de qualité pour les jeunes et le travail forcé donc qui sont autant de sujets qui ont été abordés lors de cette conférence organisée par le ministère du Travail de la République d'Argentine en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Cette conférence s'inscrit dans la continuité des engagements pris par les États membres de l'OIT lors de la 3e conférence mondiale sur le travail des enfants qui s'est tenue au Brésil en octobre 2013, au cours de laquelle a été donc adoptée la déclaration de Brasilia sur le travail des enfants. Le principal objectif de la 4e conférence mondiale est avant tout de contribuer à renforcer davantage l'engagement international de collaborer à l'intensification de la lutte contre le travail des enfants en vue d'y mettre fin d'ici à 2025, conformément à la cible 8.7 des objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon de 2030. La conférence donc s'est clôturée aujourd'hui en présence du président de la République d'Argentine, Mauricio Macri. Une cérémonie de remise de récompense aux athlètes de l'armée qui se sont donc récemment distingués a eu lieu ce matin au centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli, la CITA. La cérémonie donc a été présidée par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. À son arrivée à la caserne, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a été accueilli par le général Zakaria Cheikh Ibrahim. De jeunes athlètes de l'armée nationale ont remporté plusieurs médailles d'or, d'argent et de bronze au niveau national, régional et même international. Ceci donc a été réalisé grâce aux efforts inlassables du haut commandement militaire et des responsables des services des sports de l'armée. Certains athlètes ont été promus au grade supérieur et ont obtenu de nouveaux galons. Parmi eux figure le sergent-chef Fatah Ismail Ibrahim qui s'est illustré durant les Jeux du monde arabe et ceux de Bakou en Azerbaïdjan et qui a remporté donc 2 médailles d'or.
Et prenant la parole, donc, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, a remercié tous les athlètes pour leurs efforts et a encouragé les autres à en faire autant. Il a en outre souhaité une plus grande participation des militaires aux différents meetings ou rencontres sportives. Nous l'écoutons. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu wa salam ala Rasulillah, salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Monsieur le secrétaire d'État à la jeunesse, au sport, nous sommes rassemblés ici au centre d'instruction tactique et technique d'Ampouli, au camp Cheikh Ousmane, pour la cérémonie de remise des combats à nos formidables athlètes. Ces athlètes, hommes et femmes des forces armées djiboutiennes, se sont distingués dans les différentes compétitions nationales et internationales. Au cours de cette année 2017, certains parmi eux ont obtenu des résultats honorables. En particulier, je cite le sergent-chef Fatah Ismail Ibrahim, qui a remporté des médailles d'or sur 1500 et 3000 des championnats arabes à Tunisie en juillet 2017. Ces résultats positifs sont le fruit d'un travail de fond réalisé par le bureau des sports de FAD et une attention particulière accordée à cette discipline dont les FAD ont toujours porté le flambeau national. C'est pourquoi je tiens à vous féliciter et vous encourager à maintenir ce cap qui fait l'honneur à votre armée et votre pays. Ahmed Kamil a félicité les vainqueurs de différentes compétitions, tant au niveau national qu'international. Il a assuré donc que le militaire demeure un sportif dans l'âme. Il a rappelé également pour l'occasion les performances des anciens athlètes comme Ahmed Salah, Roble Jama ou encore Gadito qui ont atteint le plus haut niveau. Il a enfin émis les vœux de voir les jeunes militaires suivre l'exemple de leurs aînés. Je vous propose de le suivre. Qu'on soit à côté de nos valeureux soldats, pour les accompagner dans toutes les disciplines, parce qu'aujourd'hui, si Djibouti est reconnu, c'est grâce d'abord, grâce, et je le répète, aux athlètes djiboutiens et surtout les athlètes de l'armée djiboutienne. Quelque part, l'armée a été l'ambassadeur de la République de Djibouti en faisant référence à notre athlète Ahmed Salah, Robre Jama, Charmaké. Ces trois noms reviennent chaque fois parce qu'il n'y a personne encore qui les égale en termes d'armée. Il y a Omar qui a fait quelque chose, il y a Fatah qui vient juste de les rejoindre. J'étais avec lui à Bakou et il m'a certifié, qu'il va prendre une médaille. Et au passage, je le félicite. Je ne vais pas oublier nos valeureux soldats qui sont dans les frontières. On ne va pas les laisser inactifs. Il est dans notre devoir aussi de leur octroyer des équipements en termes de ballons pour qu'ils soient toujours actifs. Un soldat, pour qu'il veille sur la République du Djibouti, doit être aussi en mesure de bouger et d'être actif. Donc dans ce sens, on va octroyer en général des équipements sportifs, surtout des ballons, pour qu'ils puissent jouer, Inch'Allah.
Toujours dans la même journée, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu dans son cabinet le président de la Fédération française d'études et des sports marins et le vice-président de la Confédération mondiale, Jean-Louis Blanchard. La rencontre entre les deux responsables s'est déroulée en présence du conseiller du ministre et du président de la Fédération djiboutienne des sports subaquatiques. Et les deux parties, donc, après les mots de bienvenue, se sont passés donc sur les voies et moyens de promouvoir les sports subaquatiques, la plongée sous-marine et la protection des espèces menacées donc telles que le requin-baleine, les tortues ou encore les coraux. Le secrétaire d'État n'a pas manqué de souligner que Djibouti est côté maritime très riche en biodiversité. Il a également fait savoir à son interlocuteur que lui-même et beaucoup de ses collègues sont adeptes de la mer et de la vie sous-marine. Cette rencontre donc s'est clôturée par la signature de conventions de partenariat entre les deux fédérations djiboutiennes et françaises dans le cadre de la promotion des sports subaquatiques. Le Conseil de Djibouti s'est réuni ce matin en session ordinaire du deuxième et troisième semestre dans la salle de réunion de la mairie. Cette réunion donc a été présidée par la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, et cette réunion a vu la participation donc la première du genre depuis l'élection de la maire de la capitale, les premiers et seconds adjoints de la maire, ainsi que du secrétaire général du Conseil de Djibouti. À l'ordre du jour donc de cette réunion, un certain nombre de sujets, notamment la création de commissions spécialisées, l'adhésion à l'association française des communes, départements et régions pour la paix, en plus de la charte des conseils des quartiers ainsi que le règlement intérieur du Conseil de Djibouti et l'arrêté donc de la municipalité sur la salubrité et jeter ainsi les ordures ménagères dans les lieux publics. À la fin de la réunion, donc, les membres du Conseil, qui sont au nombre de 35, ont adopté à l'unanimité les thèmes inscrits à l'ordre du jour, selon le secrétaire général du Conseil de Djibouti, Chalmaki Hussein Djarar. Portant sur l'insalubrité, dont je préfère préciser que toute personne qui jette ou expose devant sa maison Également dans l'actualité, donc l'équipe médicale conduite par le spécialiste et neurochirurgien de renom, le professeur Dianka, poursuit depuis 3 jours à l'hôpital Pelletier ses interventions et opérations sensibles sur plusieurs patients. Des patients atteints de diverses graves pathologies telles que l'hydrocéphalie ou excès de liquide dans le cerveau, de malformations de la colonne vertébrale, d'hernie discale ou autres maladies handicapantes qui sont prises en charge. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roblé, et l'inspecteur général Dr Salah Benoïta ainsi que le directeur en charge de la promotion de la santé ont effectué donc hier une visite à l'hôpital Pelletier pour apprécier la qualité des interventions neurochirurgicales menées. Cette mission neurochirurgicale conduite par le docteur Dianka en collaboration avec le docteur Fosia a débuté donc lundi dernier à l'hôpital général Pelletier. Les interventions neurochirurgicales concernent autant les adultes que les enfants qui présentent des dysfonctionnements. Et le secrétaire général du département de la santé, Dr Ahmed Roblé, ainsi que l'inspecteur général, Dr Salah Benoïta, ont tous deux donc exhorté les patients nécessitant des interventions neurochirurgicales à se rendre immédiatement à l'hôpital général Pelletier. Je vous propose de les suivre. Nous sommes venus faire une supervision des activités de chirurgie, de neurochirurgie qui ont commencé donc depuis hier. Concernant toutes les pathologies du cerveau de manière générale. Ces activités de chirurgie ont commencé depuis donc hier et une vingtaine de patients, tant des enfants que des adultes, ont été donc sélectionnés. Et ces activités vont se poursuivre jusqu'à pendant 10 jours encore. Et le médecin qui est présent ici, qui est venu du CHU de Grenoble, va rester avec nous pendant une dizaine de jours. Et par la suite, il va revenir 1 mois après. Donc, le ministère de la Santé exhorte donc la population à venir vraiment se dépister. S'ils ont des enfants, s'ils ont des adultes qui ont des pathologies de la tête de manière globale, que ce soit une hydrocéphalie, que ce soit d'autres pathologies expansives du cerveau, qu'ils viennent se dépister, qu'ils viennent le plus tôt possible au niveau de l'hôpital Pelletier.
Et enfin, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle porte à la connaissance du public que les concours de recrutement des professeurs des écoles et de professeurs de l'enseignement moyen, technique et secondaire seront incessamment organisés par le MENFOP. Et conformément au nouveau décret portant sur la création du cadre unique des enseignants, seuls les titulaires d'au moins une licence seront par ailleurs autorisés à concourir. Et il a été donc exigé en outre des candidats la présentation du diplôme original lors du dépôt des dossiers à la direction des examens et concours du MENFOP. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Et nous allons premièrement donc nous rendre vers le Yémen. L'attaque qui a fait 6 morts selon un bilan provisoire. Donc la voiture piégée a visé donc un bâtiment à Aden occupé par les forces yéménites mais entraîné par les Émirats arabes unis. Effectivement donc Ahmed, cet attentat a été revendiqué par l'État islamique via donc Telegram. Le nombre de blessés est encore inconnu, mais l'explosion, Ahmed, a gravement endommagé des bâtiments voisins et notamment une mosquée. Le même jour, c'est l'aéroport de la capitale Sanaa qui a été touché par des bombardements. Cette fois, ne sont pas donc des djihadistes, mais des avions de la coalition saoudienne qui ont été frappés. Objectif isolé donc complètement les zones du pays tenues par les rébellions houthiste. Ce blocus qui menace donc la vie de millions de civils. La situation dans le nord du pays est en effet très préoccupante. Selon l'ONU, 7 millions de personnes pourraient être victimes d'une des pires famines ces dernières décennies si les ports desservant le nord ne sont pas ouverts rapidement. Les Saoudiens s'y refusent pour l'instant catégoriquement, des conditions de sécurité n'étant pas réunies d'après eux. Et au Zimbabwe, donc l'opposition se prépare à l'après Mugabe. Au lendemain donc du coup d'État militaire qui ne dit pas son nom, assorti du déplacement en résidence surveillée du président Robert Mugabe, le calme est revenu à Harare malgré la présence de blindés dans les rues de la capitale. Effectivement, donc Ahmed, l'armée explique pour autant donc vouloir éliminer, dit-elle, l'entourage criminel du plus vieux dirigeant de la planète, particulièrement Vie Grace, la deuxième épouse du président Mugabe qui envisageait de remplacer son mari. Elle a été arrêtée. L'Union africaine a rapidement dénoncé l'intervention de l'armée. L'ONU et l'Union européenne ont appelé de leur côté les partis à la retenue et ont souhaité une sortie de crise basée sur le dialogue. Il est à noter que le Zimbabwe fait partie du grand marché du COMESA et en ce sens, les pays membres de cette organisation africaine, au même titre que l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, sont inquiets de l'avenir du Zimbabwe. Et enfin, donc, des ONG accusent la Birmanie de génocide et de viol contre les musulmans Rohingyas. Fardou, c'est un rapport de l'ONG donc Forfeit Rights qui accuse la Birmanie de perpétrer un génocide contre les musulmans Rohingyas, alors qu'un nombre incalculable de femmes et de jeunes filles de cette minorité musulmane ont été violées par des militaires birmans, selon toujours l'ONG Human Rights Watch. Effectivement, donc Ahmed, un document de 30 pages donc publié hier par l'ONG Forfeit Rights et le musée mémorial de l'Holocauste des États-Unis assure que les forces de sécurité birmanes et des civils ont commis des crimes contre l'humanité et ont procédé à une campagne de nettoyage ethnique. Ces opérations militaires déclenchées fin août ont poussé plus de 600 000 membres de cette minorité musulmane à s'exiler au Bangladesh. Le document a également été réalisé sur la base d'entretiens avec des victimes, des organisations humanitaires et des responsables du secteur de la santé du Bangladesh. Il fait état de plusieurs viols collectifs. 28 victimes sur les 29 interrogées ont affirmé avoir été violées au moins par 2 militaires. 8 femmes ou filles donc ont rapporté avoir été violées par au moins 5 militaires. Des femmes ont décrit les meurtres de leurs enfants, d'époux ou de parents avant de subir des viols. Merci Fardous pour toutes ces explications. Et enfin, nous allons parler art et peinture. Qui s'est offert le tableau du maître italien Léonard de Vinci, le sauveur du monde? L'acheteur reste mystérieux et pour cause, il a été adjugé pour la somme record de 450,3 millions de dollars aux enchères chez Christie's à New York. Intitulée Salvator Mundi, cette toile semble donc être devenue la plus chère de l'histoire, toute vente confondue, y compris hors enchères. Elle était estimée à 100 millions de dollars par Christie's. Et après 19 minutes d'enchères seulement, elle a pulvérisé tous les plafonds.
enfants. Ce tableau d'encre était jusqu'ici propriété du milliardaire russe Dimitri Ribolovlev, oligarque exilé qui préside le club de football de l'AS Monaco. Ce sauveur du monde a laissé loin derrière les femmes d'Alger de Pablo Picasso, vendues à 179,4 millions de dollars en 2015 par Christie's toujours. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.